ne sais pas si c'est un terme métier qui existe, mais j'aime bien l'exprimer comme ça. Donc, j'accompagne les entreprises. Excusez-moi, il y a un micro qui est ouvert et ça fait un bruit de fond. Donc, est-ce qu'on peut fermer tous les micros pendant que Laetitia parle? Merci. Merci Brigitte. Merci. Donc, j'accompagne les entreprises qui souhaitent aller vers un business positif au service du collectif. Et je le fais à travers de la culturation aux enjeux, de la facilitation en intelligence collective et du conseil pour la mise en œuvre de cette transformation. Et dans les outils qu'on a aujourd'hui à disposition, la raison d'être et l'entreprise à mission sont des outils à mon sens très utiles, et c'est pour ça qu'on va un petit peu les décortiquer ce soir ensemble. Alors, avant de démarrer, on voulait vous proposer quand même de prendre le temps dans ce moment d'hyper-connexion. On est dans des rythmes de semaine qui sont assez tendus, et c'est une des valeurs importantes chez nous dans le super collectif. C'est vraiment de réussir aussi à s'ancrer un petit peu, à prendre le temps de déconnecter pour pouvoir mieux profiter de ce moment. Donc, avant d'aller dans le dur du débat, on voulait vous proposer avec Sylvain un petit temps d'ancrage pour couper avec le tumulte du quotidien. Vous entendez bien? Ouais, super. Ok. Je vous propose de vous caler confortablement au fond de votre dossier, le dos droit, les mains posées sur les cuisses, les genoux, de fermer les yeux. De fermer la bouche et de prendre une respiration longue et étirée. On va commencer par une inspiration par les deux narines. Et on laisse l'air ressortir par les deux narines. On inspire une deuxième fois. On relâche l'air. Inspire. Ouvrez la bouche et laissez l'air ressortir par la bouche. Mettez votre présence sous la plante des pieds, sentez vos pieds en contact avec le sol. Continuez à respirer par le ventre. Et imaginez des petites racines qui sortent sous la plante de vos pieds et qui à chaque expiration s'enfoncent un peu plus dans le sol. Et à chaque inspiration, faites monter l'énergie de la terre le long de vos jambes. Vous pouvez imaginer que votre nez est au centre de votre poitrine et que vous inspirez l'énergie de la terre comme à travers deux pailles que sont chacune de vos jambes. Vous allez peut-être ressentir comme un courant ou des petites bulles de champagne qui montent jusque dans le bassin. Puis dessinez un sourire sur votre poitrine.
puis laissez venir depuis votre intérieur la réponse à cette question. Qu'est-ce qui me donne de l'élan ? Et vous pouvez lentement rouvrir les yeux. Merci. Merci beaucoup Sylvain. On a voulu vous proposer ce temps parce que c'est important quand on parle de raison d'être des entreprises, de parler aussi de raison d'être plus personnelle. Et c'est vrai que dans le quotidien, on a besoin de prendre un peu de recul, de souffler, d'avoir ces petites bulles de respiration pour repenser au sens. Et on trouvait que c'était une bonne mise en condition avant de démarrer la réflexion justement sur la raison d'être. Donc, on vous remercie pour ce temps-là et du coup, on va pouvoir commencer ensemble à introduire justement cette notion de raison d'être et les fondements de l'entreprise à mission. Avant juste de démarrer, on voulait savoir un petit peu parmi l'ensemble des participants, quelles étaient vos attentes sur cette session et où vous en étiez de votre connaissance, de votre envie par rapport justement à cette notion de raison d'être en entreprise. Et du coup, je vais faire un petit sondage à main levée pour que ce soit assez rapide. Est-ce que vous pouvez me dire s'il y en a qui sont plutôt là vraiment pour découvrir la raison d'être, qui sont assez novices en la matière et qui sont plutôt là pour apprendre de l'information? Levez la main, n'hésitez pas si c'est... Ok, merci Sylvie, merci Brigitte. Je passe sur le deuxième écran. Ok, donc on a plutôt des gens qui connaissent le sujet de la raison d'être. Donc, deuxième notion, est-ce qu'il y en a qui ont envie de contribuer particulièrement ce soir parce qu'ils pratiquent dans leur quotidien professionnel la raison d'être? Si vous avez envie de pouvoir intervenir, les formats du super collectif, ils sont très collaboratifs. Donc, c'est vraiment l'occasion ensemble de construire cette vision sur la raison d'être et l'entreprise à mission. Donc, n'hésitez pas là à me signaler si vous avez du coup une connaissance approfondie du sujet. Sinon, pendant le chat aussi, hein, me faire un petit warm-up dans le fil de chat. Et puis, si vous avez plutôt envie c'est un sujet qui porte un peu, pas à polémique, mais sur lequel on peut avoir des prises de position un petit peu différentes, un éclairage différent. Donc, si vous êtes plutôt là, et donc j'ai envie de dire, ça doit être la grande majorité des participants ce soir pour voir des avis plutôt pas se confronter, mais se compléter en tout cas sur la raison d'être. Voilà. Donc, merci à tous. Ça nous donne un peu une vision. Donc, on va démarrer la soirée. Voilà, n'hésitez pas à réagir dans le chat en temps réel avec vos apports ou vos envies de poser des questions et on va construire ça ensemble. Du coup, Laetitia, je me disais, on peut peut-être commencer par introduire le sujet de l'entreprise à mission, la raison d'être. De quoi on parle Bien. Effectivement, on va faire des échanges un peu interactifs, donc n'hésitez pas à réagir, ça va se construire avec vous. On va dérouler un peu tout ça en commençant par le pourquoi et en continuant par le quoi et le comment. Alors, pour paraphraser Bruno Le Maire, qui est un auteur comme un autre, on va parler ce soir d'une façon de donner corps à l'entreprise du 21e siècle. Une entreprise au cœur de la cité qui allie performance économique, sociale et environnementale. C'est une citation de Bruno Le Maire de 2018 lorsqu'il a annoncé l'arrivée de la loi Pacte et de tout ce que ça impliquait et ce dont on va parler ce soir. Donc, on est aujourd'hui dans un contexte de transformation en profondeur de la société, d'enjeux environnementaux
énormes, voire même vitaux pour ce qui concerne les humains. On est dans un contexte qui interroge les organisations sur leur utilité pour la société, sur leur place dans la société de demain, parce que c'est bien de ça qu'on parle. Et donc, on va parler de cette récente loi Pacte qui a modifié la représentation faite par le droit de ce qu'est une entreprise pour qu'elle ne se résume pas simplement à un agent économique qui doit maximiser son profit. Donc, c'est une avancée qui est aujourd'hui encore un petit peu symbolique. La portée, elle est un peu difficile à percevoir, mais elle est déjà très intéressante, surtout pour tous ceux que je connais parmi vous qui cherchent justement à aller vers une économie plus contributive. Et je pense que les autres sont animés de la même envie. Alors, pour répondre un peu plus concrètement et introduire le sujet, c'est quoi la loi Pacte et surtout il y a quoi dans la loi Pacte dont on va parler ce soir. On va parler des 3 marches qui le rôle de l'entreprise dans la société. Consacre désormais la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux. C'est et définir le rôle de la société au sens entreprise dans la société. Les 3 marches que je vais décrire, c'est la seule marche qui est obligatoire et qui concerne toutes les sociétés dès la promulgation de la loi en 2019. Alors, ça a modifié le Code civil, plus précisément l'article 1833, si ça vous intéresse d'aller plus loin, qui passe de plutôt la société doit être, et je cite, gérée dans l'intérêt commun des associés, ce qui nos jours se traduit plutôt par maximiser le profit pour les actionnaires, et qui devient maintenant, la société est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Donc, on voit là qu'on a un véritable changement de paradigme en fait sur l'objet des entreprises. Donc ça, c'est la première marche. On reviendra plus en détail au fur et à mesure sur tout ça. La deuxième marche, c'est la possibilité d'insérer une raison d'être dans les statuts de l'entreprise et du coup de se projeter dans son environnement à plus long terme. Cette marche-là, elle est pour les entreprises volontaires, donc ça n'est pas du tout une obligation. La raison d'être telle qu'elle est décrite dans le Code civil revisité, c'est les principes dont la société se dote pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. C'est un petit peu obscur comme formulation, donc on reverra un petit peu plus tard quels sont les facteurs clés de succès pour définir une raison d'être. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on parle bien de moyens, au-delà de la définition de la raison d'être, on parle bien de moyens, donc ça veut dire que ça n'est pas juste raison d'être. Alors, nombre d'entreprises ont adopté une raison d'être sans la mettre dans leur statut. Le fait de pouvoir la mettre dans les statuts, c'est une nouveauté de la loi Pacte, mais on peut néanmoins adopter une raison d'être sans ça. Néanmoins, l'intérêt, il est vraiment moindre. L'intérêt de le rendre statutaire, c'est d'assurer la pérennité de cette vision dans un objectif long terme, dans un objectif de stabilité de l'entreprise et de sa stratégie, de s'écarter d'une gestion un petit peu court-termiste. Et puis, c'est aussi d'obtenir l'adhésion des actionnaires, rendre opposable en fait cette raison d'être dont se dote l'entreprise. Par exemple, lorsqu'il y a un désaccord sur ce que les actionnaires souhaiteraient demander à l'entreprise en termes de rentabilité financière. Bon, pour le moment, la portée juridique, elle est un peu incertaine à ce stade parce qu'il n'y a pas vraiment de jurisprudence, mais c'est en train de se construire. Et puis, le fait de l'intégrer dans les statuts, ça fait très clairement la différence entre une raison d'être authentique. S'il te plaît. Pardon, quelqu'un était en train d'intervenir ?
Non, c'est un micro non coupé. Ok, ça fait la différence entre une raison d'être authentique et une raison d'être un peu plus slogan de communication. Et enfin, la troisième marche dont on parle dans cette nouvelle loi Pacte, c'est la possibilité pour les sociétés d'obtenir la qualité de société à mission. Donc ça, c'est une vision plus contributive de l'entreprise. C'est également pour les entreprises volontaires. C'est une modification du code de commerce et précédente. Et je détaillerai ces conditions un petit peu plus tard. Est-ce que voilà pour l'objet en introduction de ce que c'est cette loi Pacte et de quoi on parle. Et du coup, Laetitia, est-ce que tu peux un peu nous préciser pourquoi en fait on est venu à modifier justement ces notions de raison d'être et d'entreprise à mission? Pourquoi on a eu ce besoin quelque part de créer cette nouvelle réglementation? Ah. Vous m'entendez? Laetitia, tu m'entends? Mais je vais plutôt vous parler là tout de suite de l'histoire récente. Donc en fait, il y a des recherches qui ont été initiées à partir de 2009 par le Collège des Bernardins et l'école des mines ParisTech à propos d'une refonte théorique de l'entreprise. Le constat initial qui a été posé, les sociétés ne disaient rien sur la finalité de leur activité, des initiatives qui pouvaient avoir des objectifs sociaux et environnementaux d'intérêt collectif se retrouvaient dépriorisés parce que c'est souvent des objectifs plus long terme et qui n'ont pas forcément une performance économique très très forte et à très court terme. Donc, ces chercheurs des mines notamment ont réfléchi à comment libérer les capacités d'innovation des entreprises. En parallèle, il y a eu globalement le constat que l'État seul ne peut rien faire, que face aux difficultés qui sont devant nous, qui sont majeures, on commence à parler des enjeux climatiques. C'est assez, ça peut être assez déprimant, donc il faut bien trouver des solutions partout. Donc il est impératif que les acteurs économiques se joignent aux politiques pour solutionner tous ces défis. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en 2018, il y a eu une commande de l'État d'une mission sur l'entreprise et l'intérêt général. Cette mission, elle a été menée par Nicole Notat, secrétaire général du groupe Michelin. Et ça a donné lieu au rapport dit Nota Sénar, qui a été remis en mars 2018 à Bruno Le Maire, qui était alors ministre de l'économie et des finances, et qui, en substance, dit que l'entreprise ne se résume pas à la réalisation de profits, notamment de profits financiers, et qu'elle a une sociale et environnementale. Le projet de loi Pacte. Pacte, d'ailleurs, ça veut dire plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Donc, plan d'action en 2019. Donc ça, c'est un peu la genèse de cette loi Pacte, mais ça s'inscrit en réalité dans une évolution historique du rôle des entreprises et de leur lien à la société. Mode ton micro. Est-ce que déjà, oui, il y en a qui ont des réactions par rapport à ça, ou des apports par rapport justement à la construction de l'historique du rôle de l'entreprise par rapport à la société? Ouais, volontiers, moi, si je peux. Oui, merci. Ma caméra marche pas, mais je peux avec ma photo. Il y a une belle introduction, merci beaucoup. Peut-être on pourrait ajouter
dans la genèse de cette histoire, il y a eu effectivement un acteur historique dans les années 70. En fait, dans les années 60, on commençait un think tank qui a essayé de renforcer une tendance qui a fait émerger la notion de néolibéralisme au Mont Pèlerin. C'était le think tank du Mont Pèlerin avec Milton Friedman, et qui est devenu la pensée dominante des années 60 au début des années 90. Et à l'extrême, c'était le concept de shareholder value. Donc, l'entreprise n'avait qu'une finalité, c'était de servir les actionnaires. Et la conséquence, ça explique beaucoup la raison de la loi, c'est que, en fait, le chef d'entreprise, contrairement à ce qu'on croit, se retrouvait comme un chef de projet, en fait, désolidarisé de son entreprise et au service des actionnaires. Et donc, pour une performance au service des actionnaires, il pouvait se retrouver à virer du monde quand l'entreprise était très viable. Donc ça a créé beaucoup d'externalités négatives. De là est né le concept d'externalités négatives, de toute façon. Et il y a eu une progression de transformation dans la loi Pacte, a été la compilation, en fait. En fait, entre 90 et fin 2000, fin 2010, il y a eu cet effort de do less bad, ils disent en anglais. On a basculé vers un nouveau paradigme. Donc, l'économie circulaire, le recyclage sont nés là. Au début des années 2010, il a été considéré que c'était bien insuffisant. Et avec la crise financière aux États-Unis, sont apparues les premières versions de la loi Pacte, pour ainsi dire. C'est le Flexible Purpose Corporation et puis Benefit Corporation. C'est une histoire fascinante parce que la Flexible Purpose Corporation, qui est un statut qui a précédé Benefit Corporation, ce sont quand même des fonds d'investissement, un fonds d'investissement en particulier dans la Silicon Valley, qui voulait accompagner les startups qui voulaient être à impact et qui leur disait, mais en réalité, dès que quelqu'un va vous racheter, vous allez devoir foutre à la poubelle votre raison d'être, on a un vrai problème. Ça a été le cas avec Craigslist quand il a été racheté par Yahoo. En fait, toute la raison d'être et l'âme de Craigslist a disparu. Et en fait, ils s'y sont attaqués en faisant en sorte qu'ils puissent protéger leur investissement. Et puis 2020 est né le concept de net positif. Et il faut reconnaître, et je termine juste mes remarques là, que en fait, l'entreprise à mission n'atteint pas ses objectifs aujourd'hui parce que dans les 3 étages, bon, d'abord, certaines commencent par écrire leur raison d'être quand elles n'ont pas revu leur modèle économique pour réduire les externalités négatives. Et certaines, la plupart, ne vont pas à l'étage des missions. Donc, le concept est intéressant, il est mal compris, puisque ces 3 étages, le premier est souvent sauté pour aller au second et sans aller au 3e. La notion de contribution est challengeable aussi, et il y a à boire et à manger aujourd'hui, il faut le reconnaître. Il y a beaucoup d'entreprises qui se disent à mission ou qui sont dans les concepts d'entreprise à mission qui sont surtout sur réduire les externalités négatives. Quelques-unes sur une sorte d'économie contributive, et très très rares sont les rockstars qui sont sur une économie positive, en fait, au sens de régénérative. Il y a une sorte de confusion sur qu'est-ce que serait l'entreprise à mission. Est-ce que être juste une bonne entreprise citoyenne serait suffisant, quand d'autres pensent que l'entreprise à mission aurait vocation à être à mission que si elle est à impact. Mais quand on regarde dans les faits, une entreprise qui se veut être un peu la porteuse de la communauté des entreprises à mission comme la CAMIF par exemple, elle fait à peine le score de 80 éligible, seuil d'éligibilité du label B Corp, qui laisse entendre qu'en fait elle est mauvaise élève en fait, et elle est certainement pas à impact. Moi je fais le constat que l'entreprise à mission est un concept dont les 3 étages font sens, mais qui restent largement incompris, qui ne sont pas pris dans le bon ordre, et qui laissent une marge d'interprétation sur le rôle de l'entreprise à mission qui reste
un vrai sujet de débat, en fait, parce que beaucoup y vont alors qu'elles ne sont pas à impact. Mais complètement, merci beaucoup Rémi pour ces précisions. C'est vrai que c'est un concept aujourd'hui qui rassemble les acteurs peuvent avoir envie en fait de s'attribuer le concept et le label, sachant qu'ils ne sont pas tous au même niveau. Alors la question, et on va débattre un petit peu justement des enjeux et perspectives, c'est est-ce qu'on considère que c'est un objectif d'être une entreprise à mission et d'impacter, ou est-ce qu'on est déjà dans quelque chose qui vient labelliser? Et je pense que c'est ça aujourd'hui tout l'enjeu justement de comment les entreprises revendiquent de ce label. Voilà. Oui, Jérémy? Il y a Bicorp aux États-Unis et entreprise à mission en France, et très similaire aussi en Italie. On est quand même dans un système libéral où en fait il y a un cadre, mais il n'est pas contraignant pour les entreprises. Donc ça, c'est un premier point. Même dans l'entreprise. Moi, j'aime beaucoup le passage entre la raison d'être et l'entreprise à mission, puisqu'il y a quand même une mission et que l'entreprise s'engage à atteindre cette mission avec un objectif concret. Toutefois, elle décide de qui est l'organisme de mesure et il n'y a aucun consensus sur ça, quoi. Donc on est quand même dans un contexte libéral qui n'est probablement pas challengé, parce que malheureusement, la contrainte n'est pas à l'ordre du jour. Non, oui, tu as effectivement, raison, c'est un point essentiel, c'est qu'effectivement, il n'y a pas d'opposabilité. Il y avait dans l'intention de ceux qui ont fait passer la loi au début de l'opposabilité, mais le gouvernement actuel s'y s'est opposé, c'est le cas de le dire. Ils ont retiré cette condition. Donc, on ne peut pas être attaqué en justice si on n'atteint pas ses objectifs. Au pire, on perd la qualité entreprise à mission et c'est un peu la honte, mais c'est pas un danger au sens légal. Absolument. Là, c'est positionné vraiment dans une démarche volontariste et autonome des entreprises qui s'autoproclament entreprises à mission. Il n'y a pas. Alors, il y a des contrôles qui vont être faits, mais pour le moment, ce n'est pas tout à fait mis en place et on pourra y revenir tout à l'heure. Mais le point, je pense que tu soulevais, Rémi, c'est que même sans parler de raison d'être statutaire, d'entreprise à mission, etc., le socle même de ce changement dans la loi Impact, qui est le changement de paradigme, qui dit que les entreprises ne doivent plus être au seul service du profit et doivent servir une autre cause. Ce socle-là est un peu oublié et il est tellement non, alors j'ai le mot anglais qui me vient en tête, pardon, non binding. Il y a tellement pas de contrôle et d'obligation sur cette première marche que effectivement on l'interprète comme on veut, voire on l'occulte complètement pour ne pas avoir à transformer en profondeur. Donc ça fait effectivement partie des risques et des écueils autour de ces outils-là. L'autre sujet, à mon sens, vous avez évoqué tout à l'heure la notion de label. Alors, Bicorp est un label, alors que la loi Pacte est un concept juridique. Ils sont complémentaires, évidemment, mais le mérite de Bicorp, c'est d'avoir un score unique, en fait. Il n'y a pas ces trois paliers conceptuels. Et normalement, les entreprises publient leur score. Et donc, quand une entreprise fait 100, elle est déjà exceptionnelle. Quand Camif, qui se veut être un peu la porteuse du drapeau entreprise à mission, passe à peine le seuil d'éligibilité parce qu'ils font évoluer le score chaque année et on peut se retrouver un peu dégradé, c'est plutôt pas mal en fait, et ça donne un peu de visibilité, de comparabilité à tout le monde. Mais l'Europe travaille pour aligner tout le monde sur un référentiel d'impact en fait. Ils veulent faire une taxonomie courant 2021 qui va aligner tout le monde et notamment aligner aussi du côté de la finance les enjeux ESG, parce que la compréhension de l'entreprise à mission du côté de la finance, c'est l'ESG. Et personne n'est d'accord sur les standards ESG, mais les plus récents ne sont pas, fait pas référence non plus en fait. Donc aujourd'hui, on est dans un vide juridique et conceptuel où chacun peut dire qu'il fait de l'impact quand ça peut relever autant du storytelling que de critères qui sont très ambitieux en fait.
c'est un vrai problème. Ouais, c'est l'écueil principal aujourd'hui. Le risque que les entreprises se saisissent de ce sujet pour communiquer et pas vraiment avec une réelle ambition de transformation. Néanmoins, je fais quand même un distinguo par rapport à tout ce qui concerne B Corp. B Corp, c'est un label qui dit aujourd'hui, voilà où vous en êtes, voilà ce que vous faites bien, voilà ce que vous faites moins bien. L'entreprise à mission et l'esprit de l'entreprise à mission et de la raison d'être, c'est de se projeter dans un avenir différent, avec une grille de lecture différente, de réfléchir en fait à finalement qu'est-ce qu'une entreprise, quelle est sa finalité, et si sa finalité doit évoluer, comment elle-même doit évoluer en termes de business model, de gouvernance, de management, etc. Donc c'est un changement d'état d'esprit en fait. Plus qu'un label avec un tampon sur j'ai rempli tel ou tel critère. Le label B Corp, il est assez exemplaire. C'est un des premiers, c'est un des plus forts. Il est aussi beaucoup critiqué sur la façon dont il est construit et d'autres labels commencent à voir le jour. D'ailleurs, un peu trop de labels, donc heureusement qu'il va y avoir peut-être un petit peu de ménage fait là-dedans. Mais par exemple, le label B Corp ne prend absolument pas en compte les parties prenantes, alors que d'autres labels commencent à le faire de manière un petit peu plus profonde pour justement que les entreprises soient aussi évaluées dans l'ensemble de leur environnement. Et la prise en compte des parties prenantes, pour moi, est une lecture sous-jacente de cette loi Pacte. C'est-à-dire quand on dit doit être au service de la société, forcément, il faut déjà être au service de l'ensemble de ces parties prenantes. Et dans la constitution, la façon de construire, de devenir entreprise à mission, il y a notamment le fait de prendre en considération les parties prenantes. Donc voilà, ça fait partie. Pour moi, c'est pas la même chose du tout. Donc je trouve ça risqué de les comparer en frontal. Effectivement, la CAMIF est un étendard, un porte-étendard de tout ce mouvement des entreprises à mission. Et je pense que et leur intention et leur façon de le faire est extrêmement louable. Je trouve ça très intéressant que tu partages le fait qu'ils aient un score B Corp pas très élevé. Donc, c'est un point effectivement à creuser, éventuellement savoir sur quels critères, etc. Ça pêche. Mais en tout cas, dans leur intention, dans leur façon de faire, ils sont vraiment exemplaires de ce nouveau paradigme qui est en train de se construire. Pour le coup, je partage pas. Je partage pas ton avis. Je pense que. Non, mais je fais juste un commentaire sur Camille parce que je fais partie de la communauté. Rémi, je voulais donner quelques chiffres si tu veux bien. Oui. Mais j'ai un article pendant que je vous écoutais pour contextualiser un petit peu le mouvement en France. 75% des entreprises du CAC 40 affichent une raison d'être. C'est quand même vachement bien. 20% seulement de ces entreprises ont inscrit à date leur raison d'être dans les statuts. Le lien vers l'article est dans le chat. 60% de ces entreprises communiquent spécifiquement sur leur raison d'être à partir d'un communiqué de presse. Donc, on est encore un petit peu loin de l'entreprise à mission. Voilà. Je trouvais que c'était intéressant de voir un petit peu le nombre d'entreprises qui étaient passées par la case raison d'être avant de passer entreprise à mission. Voilà, je laisse la parole. Je suis désolé. Je crois qu'il y avait d'autres interventions. Sophie, tu voulais intervenir, il me semble, sur ce qui était abordé. Je voulais un petit peu savoir la raison d'être, si dans quel mouvement mondial l'entreprise à mission, la raison d'être, dans quel mouvement mondial ça s'enclenchait. Vous venez d'y répondre partiellement et je réagissais par rapport à ce qui venait d'être dit sur les entreprises à mission. Forcément, il y aura du entreprise à mission washing comme il y a eu du greenwashing, mais on n'est pas obligé de bosser pour eux, on peut choisir ses clients et il y a plein de gens volontaires, et deux,
pour moi, la compréhension que j'en ai, c'est que la volonté, c'est d'être incitatif et pas encore coercitif. Et que se déclarer une entreprise à mission, c'est déclarer, c'est bien ce qui est dit dans la loi, c'est de dire qu'on met des moyens pour arriver vers. Et quand je regarde parce que l'entreprise à mission, ça détaille des objectifs, c'est bien des objectifs que ça détaille. Donc pour moi, c'est un chemin et il y a la labellisation qui est la 4e marche peut-être. Moi, je l'entends comme ça, mais peut-être je me trompe. Mais pour moi, la labellisation, ce serait une 4e marche de dire on a tenu nos engagements, on est aligné et du coup maintenant, voilà. Ce serait, si on veut être, c'est un peu le syndrome français, je trouve, de toujours vouloir être parfait et du coup on fait jamais rien. Moi, je préfère quelqu'un qui affiche une bonne volonté, qui dit j'y vais, ouais, je suis un peu château branlant, mais j'y vais, je suis sur le chemin. Que à dire il faut que ce soit parfait dès le début, bah on le fait jamais parce qu'on n'est jamais parfait au début. Enfin, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je partage assez cette vision en faisant une réponse de Normand, hein, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre les failles, entre guillemets, pour justement essayer d'y remédier. Mais j'ai aussi, comme toi, Sophie, envie de le voir comme plus un point de départ qu'un point d'arrivée et une déclaration vers un chemin qui amène vraiment à une transformation. Ça ne sera pas le cas partout, ça c'est une évidence. Et pour avoir déjà un peu échangé avec Rémi, je partage ses craintes et ce qu'il soulève, même si je pense qu'on a envie d'avoir on a un peu une vision différente, mais néanmoins, je partage les points problématiques qu'il a mentionnés. Et d'ailleurs, je crois que tu voulais mentionner autre chose, Rémi? Oui, en fait, je pense que la raison pour laquelle moi j'ai fait le lien avec Bicorp, c'est que pour ce qui nous concerne en tant que collectif, le constat que je dresse, c'est que il y a 2 choses. D'abord, vous avez raison de souligner que c'est d'abord un engagement et puis l'engagement va provoquer du changement. Il y a une expression en anglais que je trouve assez imagée, c'est "You can't be half pregnant". Une fois que tu ça a sais démarré, que j'adore ton expression. une fois que ça a démarré, le changement s'engage. Il empêche que la plupart des entreprises, quand on gratte un peu, elles savent pas trop comment s'y prendre. Ça, c'est un sujet qui nous intéresse en tant que collectif. Et le chemin de transformation n'est pas clair. C'est un peu comme si aujourd'hui, elles imaginaient qu'il y avait des communautés un peu expertes qui savaient je vais prendre l'analogie de l'informatique, qui savaient coder des lignes pour faire fonctionner les machines. Et puis, un jour, est arrivée l'interface graphique avec Xerox PARC qui a permis à tout le monde de savoir se servir de l'ordinateur. Il n'y a pas d'interface graphique équivalente à l'ordinateur aujourd'hui pour que les entreprises volontaires, mais encore qui découvrent le sujet, sachent s'engager. Je pense que le sujet, alors moi j'appelle ça l'échelle de mission, mais il manque des outils qui leur montrent un chemin. Quand bien même ce chemin pourrait réduire un peu et simplifier, il faudrait leur montrer ce chemin. Et je pense que ce chemin, c'est celui-là qui... aujourd'hui, la loi PAC ne le fait pas, puisqu'elle donne 3 étages, mais pour ainsi dire, le chemin commence en étant à mission, tout le début du chemin est à faire, pour ainsi dire. Et c'est là où, pour moi, l'analogie à Bicorp est intéressante, parce que Bicorp, c'est un score, et c'est un truc linéaire, même si c'est multifacette, qui montre un bout de chemin. Et je prêche pas pour dire que Bicorp est idéal, hein, mais Bicorp intègre les parties prenantes, faut le dire, mais ça a le mérite d'être un bout de chemin. La difficulté, c'est en fait, le débat qu'on pourrait avoir, c'est est-ce que ce chemin, il faut faire comme quand on va en Afrique, on fait faire des raccourcis à des pays d'Afrique qui n'ont pas suivi des couches de transformation technologique, par exemple. On appelle ça le leapfrog. Est-ce qu'il faut assumer que le chemin, c'est un long chemin de transition pour chaque entreprise, ou est-ce que pour nous, collectifs, on aurait un mérite à faire comprendre que ce chemin, on va aider à leur faire prendre des raccourcis pour qu'elles se concentrent sur l'impact. Parce que
Camille ne fait pas sur l'impact. Je ferai le bilan que Camille fait dans la théorie des années 90 à 2010, où ils réduisent leurs externalités, ils incluent un peu les parties prenantes, mais ils ne sont pas sur ce que moi j'appellerais de l'impact, au sens où l'échelle des problèmes est telle qu'il faut être régénératif. Ils n'y sont pas du tout, en fait. Et pour moi, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que l'entreprise à mission en France aujourd'hui, c'est pas Patagonia. Je te trouve un peu dur sur la Camif, mais je serais hyper intéressée pour qu'on échange justement là-dessus, peut-être plus tard. Ouais, la Camif n'est pas une entreprise qui est sur le régénératif. Elle a intégré le fait de réduire ses externalités en bonne partie. Elle est contributive parce qu'elle intègre les parties prenantes dans la co-conception de ses produits, donc les fournisseurs de matières viennent. Tout ça, c'est très très bien. Mais la période théorique dans laquelle on rentre, qui est 2020, ça serait la période de paradigme régénératif. Alors là, je suis d'accord avec ton échelle. C'est-à-dire qu'effectivement, je place aussi la Camif sur la contribution et pas encore sur la régénération. Mais quand on regarde cette échelle, il y a très peu d'entreprises qui sont ne serait-ce qu'arrivées à la contribution ou qui ont ne serait-ce que compris qu'il fallait aller vers ce chemin-là. Donc, oui, mais d'où ma question sur la nécessité ou pas, en tant que collectif, d'envisager leur faire prendre des raccourcis. Parce qu'aujourd'hui, il y a une raison pour laquelle on veut passer à l'étage de l'impact, c'est que l'échelle du problème, pour ceux qui le perçoivent, c'est qu'il faut vraiment, est-ce qu'il faut faire passer toutes les marches ou il faut faire en sorte de leur faire monter les plus grandes marches plus vite, en fait? C'est une vraie question. Moi, je pense que le seul mérite de l'entreprise à mission, ce serait d'être plus clivé et d'être sur l'impact. Je crois que telle qu'elle est interprétée aujourd'hui, c'est très insuffisant. Du coup, Rémi, je pense que c'est peut-être, et Laetitia, si on peut peut-être revenir justement sur les différentes marches pour pouvoir voir notamment quels sont les étages et qu'est-ce qu'on met en termes de cadre derrière pour que du coup tout le monde puisse avoir cette vue justement de la hauteur de la marche à gravir. Et Laetitia, du coup… Dans ton sens, Maud, j'ai des messages qui disent on en est où de la réflexion générale de la soirée pour pouvoir se positionner un peu, pour pouvoir contribuer. Ouais. Et donc, on a besoin un petit peu d'une vue d'ensemble de ce qui va se dérouler. Mais ça va dans le bon sens. Sur les différentes marches. Oui, on va rebasculer sur qu'est-ce qu'il y a exactement derrière la raison d'être, l'entreprise à mission et comment faire. Ce moment d'échange était intéressant et je pense essentiel aussi pour justement prendre la juste valeur des enjeux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On commence par la raison d'être. On a pas mal échangé sur la première marche. Donc, la raison d'être, qu'est-ce que c'est? C'est en fait définir littéralement la raison de son existence. Pourquoi une organisation existe? Donc, c'est le sens de ce que nous faisons, le rêve que nous poursuivons, ou le problème général qu'on veut résoudre. Et en fait, en questionnant leur raison d'être, les entreprises viennent se positionner par rapport aux enjeux de société, alors que de manière traditionnelle, l'entreprise aujourd'hui a plutôt tendance à se positionner par rapport aux besoins d'un marché. Donc, on voit que là, il y a un changement à opérer. Et c'est ce qui fait la différence entre le pourquoi tout attaché et le pourquoi détaché. Donc, il faut vraiment s'assurer d'être dans le pourquoi tout attaché et d'aller chercher les motivations intrinsèques, les convictions, la vision. Donc, les objectifs en fait de définir une raison d'être, c'est de rassembler autour d'une vision forte et commune
toutes les parties prenantes, donc les parties prenantes internes, les collaborateurs, les managers, les représentants du personnel, etc., et les parties prenantes externes, c'est-à-dire de se dire que l'entreprise, ce n'est pas juste son siège social et éventuellement son usine, c'est aussi ses fournisseurs, c'est aussi les collectivités territoriales, le territoire dans lequel elle s'inscrit, c'est aussi ses clients, et pas seulement dans une optique leur vendre à tout prix le plus possible, mais dans une optique plus expérientielle, plus relationnelle et dans la durée. Un autre objectif de la raison d'être, c'est d'orienter les décisions et d'assurer des prises de décision qui sont cohérentes à la fois dans le temps, parce qu'encore une fois, on est plus en train de parler de long terme que de court terme, et cohérentes aussi en termes d'espace, c'est-à-dire dans toute l'entreprise. C'est-à-dire que quelle que soit la structure de l'entreprise, quelle que soit potentiellement la filiale d'un groupe, tout le monde a une portée, une vision commune et doit prendre des décisions en fonction de ça. Donc ça assure une très forte cohérence dans l'entreprise. Et au final, tout ça, l'objectif final de tout ça, c'est d'assurer la pérennité de l'entreprise qui va fidéliser ses clients, fidéliser ses collaborateurs, recruter des nouveaux talents engagés. Et vous devez savoir qu'aujourd'hui, il y a un vrai défi. On parle de guerre des talents dans les entreprises qui ont beaucoup de mal à faire venir des nouveaux collaborateurs. Assurer des liens relationnels solides avec ses fournisseurs. Pendant la crise du Covid, les entreprises qui justement avaient fait ce travail de raison d'être et d'intégration des parties prenantes s'en sont mieux sorties parce que justement ils avaient créé des relationnels très, très solides. Donc voilà un peu pour ce que c'est la raison d'être. On pourra évoquer un peu plus tard comment concrètement on essaye de l'écrire. Pour ce que c'est l'entreprise à mission. Pardon? J'ai cru entendre quelqu'un intervenir, mais c'était peut-être un micro non coupé. Donc l'entreprise à mission, elle, donc l'étape d'après, il y a 4 marqueurs. Il y a le premier marqueur, c'est la formalisation de la mission, donc la raison d'être et le dépôt dans les statuts, donc on vient d'en parler. Aussi de pouvoir être suivi à travers et donc, un autre marqueur de société à mission, c'est le fait de créer un comité de suivi. Donc, il y a un véritable changement de gouvernance. Ce comité de suivi, il doit être différent des instances préexistantes et il doit avoir obligatoirement au moins un salarié. Et ce comité, il sera chargé de vérifier la conformité de la stratégie de l'entreprise avec sa mission et de présenter un rapport annuel aux actionnaires. Et puis, bon, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, il s'agit en fait d'une autopromulgation. Les entreprises à mission, c'est une déclaration de l'entreprise au tribunal du commerce. Eh bien, il faut vérifier que cette mission elle est bien sous contrôle. Donc, il faut un suivi par un organisme indépendant, donc, qui est surnommé l'OTI, organisme tiers indépendant. Donc là, il y a un vrai sujet là-dessus aussi parce que pour le moment, on n'est pas au clair sur qui va être accrédité, sur quels critères ils vont regarder les choses, etc. Donc tout ça, ça fait partie aussi de missions à l'étude, notamment par l'AFNOR qui devrait débroussailler tout ça pour début 2021. Et puis, dernier pilier, cette qualité d'entreprise à mission, elle est révocable. On s'autopromulgue, on s'autodéclare, mais si on ne répond pas, si on ne suit pas notre mission, si on est en incohérence, cette qualité, elle est révocable. Et je rejoins ce qui était dit tout à l'heure. Bon, voilà, en soi, ça ne veut pas dire que le dirigeant a une responsabilité pénale ou quoi que ce soit. Donc, c'est pas très fort. Mais ça va peut-être être amené à évoluer. Donc voilà un peu plus précisément sur le quoi, qu'est-ce que c'est en fait que ces 2 marches-là. Et du coup,
En France, on en est où concrètement? Si on doit se donner un petit peu un overview de l'entreprise à mission, il y a combien d'entreprises en mission en France qui ont déjà basculé? Est-ce qu'on peut voilà, peut-être revenir sur quelques exemples? Ouais. Alors, la difficulté, ça va être que la loi, autant que ça soit validé par les conseils d'administration des premières entreprises pionnières là-dessus, on est en train de parler d'une officialisation plutôt cet été. Donc, on n'a pas encore beaucoup de recul. Et puis, le deuxième point de complexité, c'est que donc, il y a différentes sources qui mélangent un petit peu les données entre raison d'être statutaire, non statutaire, etc. Bon, néanmoins, on a eu très récemment un bilan de France Stratégie, qui est une structure autonome qui travaille pour le Premier ministre. Donc, un bilan qui date du mois dernier et qui arrive à estimer qu'il y a une 60aine de sociétés qui sont dotées d'une raison d'être. D'après les sources que j'avais par ailleurs qui dataient d'il y a quelques mois, on parlait d'environ 60% des sociétés du CAC 40. Donc Jérémy disait tout à l'heure qu'on était à 75%, donc ça veut dire qu'on est vraiment dans un mouvement d'accélération. Et puis près de la moitié de cette 60aine de sociétés ont inscrit la raison d'être dans leur statut ou sont en passe de le faire d'ici la fin de l'année. Donc, c'est un vrai mouvement qui est en train de se construire petit à petit. Il faut savoir aussi que le gouvernement s'est engagé à mettre en place une raison d'être dans les sociétés financées ou contrôlées par l'APE, l'Agence des participations de l'État, et puis contrôlée par BPI-France. Donc, ça aussi, ça va apporter un peu de neige à la boule de neige. Ce qui est intéressant, c'est dans ce bilan de France Stratégie, ils regardaient un petit peu les formulations qui sont faites et ils en tiraient des prédominances des enjeux qui étaient choisis. Donc, en premier, les enjeux sociaux, comme la réduction des inégalités, la croissance inclusive, suivi des enjeux environnementaux, la réduction de l'impact environnemental, le financement de la transition écologique. Et puis aussi un petit peu les enjeux de gouvernance et d'économie. Donc voilà ce qui ressort aujourd'hui dans ce qui existe. Donc ça, c'était pour la raison d'être. Pour ce qui est de l'entreprise à mission, a priori, selon ce même rapport, ils sont estimés à une vingtaine, officiellement entreprises à mission. On a, pour citer les plus connus, Maïf, la Camif, le groupe Rocher, ou Danone, qui est la première société du CAC 40 à devenir entreprise à mission, ce qui a été validé par leur conseil d'administration en juin de cette année. Aussi à raison d'être statutaire, on a, j'ai sorti une liste tout à l'heure, on a Carrefour, on a la Française des Jeux, on a EDF, Orange, Atos, Engie, qui ont choisi d'avoir une raison d'être et de la mettre dans leur statut. Et côté entreprise à mission, j'ai déjà cité Danone par exemple, la Maïf. On a aussi Nutricet qui a été plutôt porteuse aussi du mouvement. On a Palo Haïti, je peux vous donner peut-être quelques exemples de raisons d'être. J'ai partagé entrepriseamission.com, là tu as toutes les entreprises à mission. C'est Emery d'ailleurs de la Camif. Il a lancé un club. Oui, la communauté des entreprises à mission. Ouais, mais toutes ne sont pas encore dans cette communauté, donc je ne sais pas s'ils répertorient vraiment toutes ou celles qui font partie de la communauté. Mais bon, j'ai refait un tour. Merci Jérémy. Alors par exemple Danone, leur mission c'est d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Et derrière, ils se dotent d'un certain nombre d'objectifs. Je ne vais peut-être pas tous vous les citer parce que c'est un petit peu long, mais en tout cas
des objectifs, par exemple d'avoir un portefeuille de produits sains, des marques qui encouragent de meilleurs choix nutritionnels, etc. Autre exemple que j'ai extrait tout à l'heure, le groupe Yves Rocher, etc., qui est reconnecter les gens à la nature. On a aussi la Maïf, qui est de porter une attention sincère à l'autre. Et la Maïf, par exemple, comment ça se traduit concrètement dans leurs actions. Par exemple, leurs chargés de clientèle, ils ne sont pas incentivés sur le plus faible temps possible passé avec les clients. Ils n'ont aucune limite de temps et il faut qu'ils résolvent le problème du client et ils ne sont pas chronométrés pour ça. Il faut aussi qu'ils résolvent le problème du client avec la meilleure solution, quitte à ce que ce soit une solution parmi les prix les plus bas et pas les prix les plus hauts, alors que d'autres entreprises donnent des objectifs de vente des produits les plus chers. Qu'est-ce qu'il y a d'autre par exemple? Par exemple, pendant le premier confinement, ils ont fait énormément d'économies parce qu'il n'y avait plus d'accidents de voiture, forcément, personne ne sortait. Et c'est de l'argent qu'ils ont reversé à leurs sociétaires pour repartager ce bénéfice plutôt que de l'inclure dans un meilleur REX ou dans un objectif purement individuel et financier. Voilà, je vais citer en dernier peut-être Alenvie, qui est plutôt dans des petites boîtes, qui est une start-up qui regroupe des professionnels de l'accompagnement des personnes âgées et qui le fait sur un mode totalement différent. Donc, c'est une petite entreprise hyper intéressante sur ces sujets-là à suivre si ça vous intéresse de creuser. Et leur raison d'être, c'est d'humaniser l'accompagnement des personnes qui ont besoin d'aide ou de soins, en valorisant les professionnels et en réconciliant les enjeux humains et économiques du secteur. Donc, on parlait de changement de paradigme et de business model. Eux, par exemple, un peu comme la Maïf, eux, leurs aidants, leurs accompagnants des personnes âgées prennent le temps avec les personnes âgées, ne sont pas chronométrés. Par contre, ils changent pas tout le temps, ce qui fait qu'ils ont un meilleur rapport avec les personnes âgées. Ils peuvent anticiper davantage les problèmes et au final, ça coûte moins cher à la société. Il y a pas mal d'études qui sont sorties là-dessus. Donc voilà quelques exemples que moi je trouve intéressants si vous voulez creuser un petit peu les choses. Et du coup, on avait une petite précision, une question de Laetitia. Oui, en effet, il faut bien avoir en premier une raison d'être pour pouvoir après espérer passer au statut d'entreprise à mission. Alors, avant peut-être de rentrer dans la suite du déroulé, on voulait savoir si vous, aujourd'hui, en tant qu'indépendant professionnel qui travaillez auprès des entreprises, vous êtes de plus en plus, on vous demande de plus en plus un accompagnement sur la raison d'être. Est-ce que c'est des sujets qui sont de plus en plus présents dans les demandes des entreprises aujourd'hui? Est-ce que sur le terrain, voilà, c'est des choses qui sont plus présentes aujourd'hui? On n'a pas beaucoup. Non, on voit des têtes qui hochent. Donc, en effet, on est encore aujourd'hui sur un chemin. Mais c'est intéressant de voir que… Vous n'êtes pas dans les entreprises qui sont en train de faire ce chemin? Ah, Sophie? Allô? Donc, moi, je suis conseil en marketing. Donc, raison d'être, c'est un peu un sujet qui était abordé avant, hors cette connotation plus développement durable. Non, je ne perçois pas de demande, surtout en ce moment avec le Covid. On est vraiment sur du court terme et de l'opérationnel à fond et plutôt des problématiques de distribution. Et avant, comme moi je fais de la relance de marque sur les marques, donc la raison d'être, c'est vraiment train parce que pas court terme et il faut évangéliser. Moi, j'en
était à ce stade-là. Donc, entreprise à mission, c'est presque un gros mot, quoi. Enfin, moi, avec mes clients, c'était ça, souvent. Qui sont plutôt des PME, hein. C'est pas des grosses boîtes. Donc, oui, je pense que ça peut faire peur aussi aux petites boîtes qui connaissent pas encore et qui ont l'impression que c'est un chemin énorme à faire. Par exemple, si on en revient sur Bicorp ou d'autres labels, ça peut être c'est une sinécure quoi de se lancer là-dedans, hein. C'est nécessaire, il faut le faire, mais à un moment ou un autre. Mais je comprends que ça puisse faire peur à des plus petites boîtes de s'engager dans tout ça. Après, je pense qu'il y a aussi pas mal de startups, notamment. J'ai échangé avec des indépendants qui accompagnent au même titre que moi des entreprises sur la réflexion autour de leur mission et de leurs valeurs, qui justement sont très intéressés par ce chemin-là, à la fois parce qu'elles ont besoin de structurer les a fait lancer une entreprise. Il y a aussi en ce moment. Et après, la crise, bon, effectivement, c'est un des points. Hein, est-ce qu'en ce moment, on a vraiment que ça à faire d'aller chercher une raison d'être et une entreprise à mission? En réalité, il y a eu un petit moment de flottement, on arrête tout, on resserre tout sur le core business. Et puis, ce qu'on observe là, c'est que d'une part, prise de conscience des enjeux de société, d'une prise de conscience des besoins des collaborateurs et des besoins des clients. Il y a beaucoup d'entreprises qui réouvrent ces réflexions et qui veulent aller vers ce changement-là. Donc ça, c'est des échanges que j'ai pu avoir avec le PE, par exemple, qui est une association qui regroupe des entreprises plutôt du CAC 40. Donc EPE, c'est Entreprise pour l'environnement, avec l'agence de com Mieux, qui est une agence de com très spécialisée là-dessus. Voilà, c'est des associations ou des accompagnants qui sont très très pris sur ces sujets-là en ce moment, qui sont vraiment en train de monter en puissance. Je crois que pour les PME, je crois que si on veut les attraper, parce que c'est quand même un gros morceau, il faut faire sortir, dire c'est pas qu'une vue de l'esprit, c'est comment dans un marché hyper saturé, qui est hyper encombré, encore plus maintenant que tout le monde est sur le digital, donc c'est une vraie forêt tropicale. Si on veut être irremplaçable, l'autre fois j'ai revu une citation de Coco Chanel. Si on veut être irremplaçable, il faut être différent. Et je crois qu'en utilisant un peu ce levier-là, disant, c'est par ce filtre que tu vas, si tu n'as pas de vision, tu vas faire un peu tout et n'importe quoi. Et maintenant, l'heure est à la singularité. Et par ce filtre-là, on peut les emmener à la vision, tu vois, plutôt par un besoin. Mais ils n'ont pas mis ce mot là-dessus. Mais en fait, c'est ça, quoi. Moi, c'est à chaque fois comme ça que je rebascule un peu, quoi. Tout à fait. C'est super important cette remarque, parce que moi j'ai observé que quand les entreprises sautent le premier étage, qui voudraient revoir leur modèle d'affaires d'abord, elles se retrouvent à écrire une raison d'être un peu hors sol, qui tend à l'universel, et puis que typiquement deux boîtes d'un même secteur pourraient avoir en fait. Alors pour le coup, la raison d'être est mal écrite, parce que je suis complètement aligné sur le fait que la raison d'être devait être différenciante. Est-ce que celle de Danone, par exemple, est différenciante? À mon avis, pas vraiment, en fait. Si tous ses concurrents écrivaient leur raison d'être comme premier exercice d'engagement, ils risqueraient d'arriver au même point. Alors, est-ce que ça produit quelque chose d'intéressant? Là, c'est un vrai sujet. En fait, j'ai une anecdote là-dessus. Quand j'étais chez Nokia, on avait travaillé sur ce sujet-là, et on avait travaillé au passage entre la raison d'être et les missions, qui était une série de 8 principes qui disaient pas ce que Nokia ferait demain matin, mais qui serait une façon de regarder le monde, et ces 8 combinés
serait une façon de regarder, d'avoir un regard singulier sur ce qui pourrait advenir, tout autant que sur le portfolio actuel. Et ça rejoint le point aussi qui était juste cité là, c'est un vrai outil de management, de stratégie et d'innovation en fait, quand c'est bien écrit. Mais pas si c'est une narration au sens de raison d'être, au sens storytelling, mais si c'est pensé comme une architecture d'enjeux, ensemble, ça conduit compte, ça devient la clé de pilotage des stratégies court terme et moyen terme et long terme en fait. Moi j'ai des exemples là-dessus si ça vous intéresse. Le cas de Carl Zeiss aussi est connu et remarquablement bien écrit. Mais complètement. Si tu as des choses à partager, peut-être des liens ou des choses comme ça, quand tu dis que le cas est remarquablement bien écrit, je pense que oui, Carl Zeiss, dans ce que je regarde dans les conversations, les gens ont l'air hyper intéressés par tous les liens qu'on peut donner, donc n'hésite pas. Le cas Carl Zeiss, il est dans le bouquin de Kevin Levillain de l'École des Mines, mais je peux en prendre une photo puis vous le montrer. Il y a 6 principes qui sont tournés vers la... Quand on entend parler de la MIF ou la CAMIF sur l'entreprise à mission, c'est une opportunité de se différencier en termes de marque par rapport à la grande tendance qui est les consommateurs ont besoin de choses, de produits pas chers, de parcours fluides. Nous sommes une entreprise française, nous faisons de la qualité, on s'intéresse à la société, on s'intéresse à l'environnement. Ça a l'air, c'est comme pseudo-justification d'un prix plus élevé. Et ça permet de se différencier. La vraie différenciation, elle est au niveau des produits et des services quand on innove, quand on va sur son core business et qu'à partir de cette raison d'être, cette envie d'impacter le monde positivement, voire de le régénérer, on crée les produits et les services qui vont permettre de faire advenir quelque chose. Sinon, j'ai l'impression qu'on reste un petit peu à un niveau de l'intention. Oui, complètement, et c'est l'enjeu qu'on voit aujourd'hui. Et c'est pour ça d'ailleurs, on voit que des fois les demandes sont adressées au niveau du marketing et de la communication, alors que parce qu'on est dans cette première étape où les choses sont en train de basculer et que de toute façon, je crois qu'il faut aussi faire un petit peu confiance aux parties prenantes et à l'influence qu'ils peuvent avoir dans cette dynamique, notamment les consommateurs qui sont de plus en plus éduqués et qui revendiquent aussi grâce aux réseaux sociaux le pouvoir de dénoncer aussi les choses qui sont pas conformes au discours d'entreprise et que, on parlait de chemin tout à l'heure, les entreprises, par l'ensemble justement de la collaboration des parties prenantes, vont devoir, dans tous les cas, acter derrière en termes de produits, services et feuilles de route. Même si c'était que des intentions, elles vont pas avoir le choix que de mettre en acte derrière. Moi, je crois beaucoup aux design principles qui sont une bonne façon de rendre concret le pont entre raison d'être et mission, en fait, qui deviennent des... Dans le cas de Nokia, on en avait fait des points d'expérience, en fait, des qualités d'expérience combinées qui devaient exister partout, en fait. C'est une bonne façon de rendre concret les choix qui sont à faire dans l'innovation, pour reprendre les formules de Jérémy. En fait, si la raison d'être est traduite en une collection de qualités d'expérience, par exemple, ou d'enjeux, ils aident à la prise de décision au quotidien, en principe. Je crois j'ai l'impression que la raison d'être, c'est un purpose, c'est bien. J'ai l'impression que définir une mission et l'objectiver, c'est bien. Et j'ai l'impression, et j'en suis même persuadé, que passer à l'action, c'est ce qu'on attend. Oui, mais la mission, elle reste méta, en fait. En fait, tu peux faire 3 portfolios ou tu peux avoir une stratégie pour cette année et l'année prochaine sur ta mission. Il y a la mission et l'incarnation dans la stratégie et dans le projet. La mission, c'est en principe invariant, le moins possible. Oui, après, c'est là où ça marche en fait. C'est en principe ta mission. Alors c'est un débat dans la communauté des entreprises à mission. Soit c'est un invariant qui résiste au temps et qui justement guide les décisions, soit ce sont des objectifs que tu te fixes d'atteindre et tu en changes de temps en temps. Il y a les deux écoles aujourd'hui. Il n'y a pas de vrai et de faux. Ma préférence, elle va plutôt sur les principes invariants, comme dans le cas de Carrière, ce que j'évoquais, parce qu'ils font la culture de l'entreprise.
J'ai un message qui me dit que l'entreprise à mission, ça serait un petit peu ce qu'on faisait sur les valeurs il y a 10 ans. C'est un peu vrai ça, parce que j'ai regardé comment on définissait une entreprise à mission. Finalement, ça ressemble à une plateforme de marque. C'est très proche, hein. Sophie parlait du lien avec le marketing, etc. hein. Effectivement, dans les exercices pour arriver à c'est quoi la mission, c'est quoi la raison d'être, on est dans des exercices très très proches de ceux de l'établissement d'une plateforme de marque. Alors, après, moi, il se trouve que j'ai travaillé à l'innovation. Il y a Jean-Luc qui veut prendre la parole. Oui. J'ai travaillé à l'innovation pour Unilever et d'autres entreprises à partir de plateformes de marque pour créer des produits et des services. Donc, ce n'est pas mal de travailler sur des plateformes de marque. Ça donne un Absolument cap. pas. Ce n'est pas suffisant. C'est de rester à la plateforme de marque. Je passe la parole à Jean-Luc. Ok, merci. C'est moi qui avais mis le commentaire et c'est pas du tout ce que je voulais dire en fait. Justement, ce que je voulais dire, c'est que les entreprises ont beaucoup parlé des valeurs il y a une dizaine d'années, ont beaucoup parlé des raisons d'être récemment et sont plutôt décrédibilisées là-dessus. Et j'ai l'impression que l'entreprise à mission qui met en place un comité interne qui va essayer de faire en sorte qu'elle prenne forme, qui met en place un comité externe qui vient les auditer, eh ben, il passe sur un autre niveau. Et en fait, on est toujours sur la notion de raison d'être, c'est la même chose, mais on se donne les moyens de l'incarner réellement et on s'engage réellement dedans. C'est ça que je voulais dire. Moi, j'aime bien ce point. Moi, j'ai fait une hypothèse, c'est que, au sens sémantique, une mission, un missionnaire, c'est quelqu'un à qui on donnait une mission. C'est pas quelqu'un qui s'auto-légitimait. Et c'est un vrai problème de définition. Je trouve très maladroit qu'une entreprise s'estime en capacité à décider de la mission qu'elle peut porter au sens de mission. Ou alors, il fallait choisir un autre mot, mais un missionnaire, c'est quelqu'un à qui on donnait une lettre de mission. Et je me suis amusé un temps à me dire, mais pourquoi pas le faire comme ça? En fait, s'il y avait un vrai échange avec les stakeholders, une entreprise pourrait se voir conseiller des missions. Et ça changerait la donne parce qu'elle serait au service de quelque chose, d'une intelligence collective. Et elle assumerait qu'elle n'est pas la sachante, mais qu'elle se met au service d'enjeux qu'elle ne maîtrise pas en fait. C'est ce que j'avais essayé d'esquisser dans le 3e étage de l'échelle de mission. Au début, souvent, elle commence comme super-héros. J'ai des capacités, j'ai des assets, je vais sauver le monde avec. Elle réalise qu'elle a des limites, alors elle rentre dans un 2e étage où elle est en coalition. L'exemple que j'utilise parfois, c'est Nike qui dit je vais sauver l'obésité. J'y vais, je fais un programme, j'ai une app, et je produis une vidéo. Le mec qui pesait 150 kilos, il est descendu à 100. Au bout d'un an, c'est bien. Je sais bien que c'est pas suffisant. Quand je suis sincère, je monte à un étage où je sais que j'ai besoin d'être en coalition parce que tout seul, je ne peux pas résoudre ce problème-là. J'ai besoin d'aller voir McDonald's et Coca-Cola, par exemple, pour dire ensemble, on va regarder comment on peut résoudre ce problème de surpoids. Alors, le mec descend à 80. Bon. Et puis, s'ils sont encore plus sincères, moi, je fais l'hypothèse qu'en fait, ils vont demander. Ils vont être dans des logiques d'intelligence collective où ils vont faire valoir leurs assets, leurs capacités, mais n'étant pas les plus à même de définir des enjeux à résoudre nécessairement. Et je trouve que ce point de bascule, ça donnerait la vraie sens à la notion de mission. Il pourrait être missionné. Alors, tout à fait, hein, dans les best practices concernant la définition de la raison d'être et de la mission, il y a deux choses. Il y a d'abord un questionnement très, très introspectif, c'est-à-dire d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait bien, qu'est-ce qu'on fait mal, où est-ce qu'on veut aller, quelles sont nos convictions profondes. Et là, moi, je pense qu'il y a quand même un enjeu de travail avec le dirigeant en lui-même qui doit incarner tout ça. Et le deuxième point, c'est le collaboratif. Et quand on est collaboratif, ce n'est pas juste avec les collaborateurs, c'est avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des consultations régulières, itératives. Alors, ça peut être bêtement via des questionnaires, ce qui est un petit peu limité, mais bon, pourquoi pas. Ou mettre en place des outils collaboratifs, des outils d'intelligence collective en continu. Ça commence à exister et à sortir, où on demande à tout le monde de s'exprimer sur les valeurs, sur la vision. Et quand on dit tout le monde, on dit également le territoire dans lequel on s'inscrit, ses clients, ses fournisseurs, voilà, et regarder tout le scope d'impact potentiel de l'entreprise
Et du coup, c'est comme ça qu'on construit au final une bonne raison d'être, c'est-à-dire une raison d'être qui est véritablement partagée. Et on est presque… Alors, bon, pour moi, il faut pas que ça vienne de l'extérieur complètement de l'entreprise, il faut que ça soit co-construit avec l'entreprise, donc pas au sens on est juste missionné par un organisme tiers ou par des tiers, mais on co-construit cette mission. Et c'est pour moi tout ce qu'on doit porter dans les entreprises qui cherchent aujourd'hui à définir leur raison d'être. Et ensuite, définir une raison d'être, c'est encore une fois, ça n'est pas une fin. Il faut y associer des objectifs, il faut la descendre dans les métiers, il faut la communiquer, la partager de manière transparente et sincère, encore une fois auprès de toutes les parties prenantes. Et puis, pour moi, ma conviction, c'est qu'il faut donner l'autonomie aux collaborateurs de s'en emparer et d'avoir des initiatives. Trop souvent, on ne libère pas la parole des collaborateurs ou des autres parties prenantes, mais je vais parler spécifiquement des collaborateurs. On ne leur laisse pas la possibilité de s'imprégner de la mission, de la raison d'être et potentiellement d'avoir des initiatives et de la retranscrire opérationnellement dans leur métier. Et pourtant, c'est comme ça qu'on va pouvoir décupler et justifier la force d'une raison d'être. C'est si les collaborateurs, si Bernadette à la compta se saisit de la raison d'être de l'entreprise et réfléchit dans son métier comment elle peut transformer son métier pour être en cohérence avec cette raison d'être. Donc il y a un vrai besoin collaboratif derrière tout ça. Il y avait des questions, je crois, un peu tout à l'heure sur l'entreprise à mission et comment c'est surveillé. Alors, si tu veux bien, Maud, je vais peut-être passer sur ce sujet-là. Oui, bien donc, sûr. la partie entreprise à mission, on a la raison d'être. La raison d'être doit être véritablement déclinée dans des objectifs et dans des KPI pour qu'elle puisse être évaluée. Donc, ça, c'est un autre élément constitutif lorsqu'on veut devenir entreprise à mission. Et puis, il y a des vrais enjeux de gouvernance. Alors, dans ce qui est demandé, il faut juste qu'il y ait un comité de mission indépendant des autres comités qui inclut les parties prenantes, dont au moins un salarié. Bon, idéalement, le changement de gouvernance va quand même beaucoup plus loin que ça, et donc je rejoins ce que disait Rémi tout à l'heure au début, donc ne revenons pas là-dessus, sinon on pourrait en parler des heures. Ce comité de mission, il peut aussi être ouvert à l'extérieur, c'est pas forcément que des gens de l'interne, c'est pas un comex bis, hein. On peut faire venir des experts de son domaine qui vont vérifier qu'on est bien sur le bon chemin de notre mission, voire apporter un éclairage complémentaire de la société civile. Danone, et je n'ouvre pas le débat sur est-ce que Danone est une vraie société à mission ou pas, parce que je pense qu'on pourrait aussi en parler beaucoup, ça fait beaucoup jaser. Danone a par exemple décidé d'inclure dans son comité de mission des experts des objectifs de développement durable et de l'UNESCO. Et un seul salarié, ce qui me paraît un peu limite, mais encore une fois, ne partons pas dans ce débat-là. Donc ce comité il va être chargé de regarder comment se traduit la mission dans l'entreprise à travers des indicateurs et aussi dans les recommandations qui sont faites pour bien mettre en œuvre l'entreprise à mission, c'est d'aller un peu plus loin que juste regarder les indicateurs, c'est aussi de suivre un feedback interne, de faire germer en continu des idées transformantes pour, encore une fois, générer tout ce mouvement de transformation. Et d'établir en fait dans le temps un vrai dialogue avec les grands métiers de l'entreprise et toutes les parties prenantes. Donc, c'est la mise en place d'une gouvernance transversale. Donc, potentiellement, ça peut aller très, très loin dans la façon de réviser les gouvernances traditionnelles hiérarchiques telles qu'elles sont construites depuis des années. Ensuite, effectivement, pour vérifier tout ça, il y
il est prévu des organismes tiers indépendants, donc des ETI, qui vont être désignés parmi les organismes accrédités par le COFRAC, qui est le Comité français d'accréditation, et qui vont vérifier que les objectifs sont bien suivis, atteints, je crois dans les 18 mois après la déclaration de qualité d'entreprise à mission, avec après une revérification tous les 2 ans. Alors par contre, les réflexions sont encore en cours à ma connaissance sur la mission de l'OTI et son articulation avec le comité de mission d'une part et sur comment est-ce que vont être accrédités les organismes, etc., etc. Donc en fait, les premières missions des OTI vont plutôt avoir lieu fin 2020, je pense. Je ne sais pas si quelqu'un a plus d'informations sur ce sujet-là à partager. Oui, non, oui. Pas spécialement. Voilà, donc ce sujet est encore en train d'être vu. Ce qui se dit aussi, c'est que comme chaque mission devra être assez unique, assez différenciante, chaque contrôle de mission devra être aussi assez unique et différenciant. Et donc, ça va être assez compliqué de faire un référentiel parfaitement cadré de tout ça. Donc, il y a vraiment beaucoup de débats et de réflexions en ce moment là-dessus. Est-ce qu'on pourrait aborder dans la dernière demi-heure qui nous reste ce qu'on aimerait faire collectivement pour aider les entreprises? Ou, sujet alternatif, la dimension collective de l'entreprise à mission. Alors, tu veux qu'on se positionne en tant que membre du super collectif? Un petit peu. Ouais. Ouais, dans la dernière demi-heure, ça serait bien. Alors, donc pour ceux qui ne font pas partie ou pas encore partie de ce collectif, Maud l'a présenté au tout début de ce temps d'échange. Parmi ce collectif, il y a énormément d'indépendants et aussi des gens qui sont dans les entreprises et qui veulent faire bouger les lignes. Et notamment aller vers des entreprises plus contributives, plus inclusives, plus positives, etc. En tout cas, c'est ma façon de le décrire. Jérémy, qui est à l'initiative de ce projet, avec aussi Christophe, qui je crois est par là, Sylvain, Maud, le décrira peut-être différemment, mais en tout cas, c'est ma lecture. Et en tant que collectif de personnes qui travaillent sur ces sujets-là, on a décidé de justement essayer de travailler ensemble pour donner plus de puissance à ce type d'outils. Quand je dis outils, c'est au potentiel de la raison d'être, au potentiel des entreprises à mission. Et de donner plus de puissance pour permettre un accompagnement des entreprises sur ce chemin. Donc, à la fois, j'imagine, alors pour être totalement transparent, vous me voyez bafouiller un peu parce qu'on n'a même pas encore fait la réunion de kick-off du sujet, donc je suis un petit peu en improvisation. Mais en tout cas, dans l'esprit, c'est effectivement de savoir comment, du point de vue en plus, non pas du législateur, mais de professionnels qui ont l'habitude d'accompagner les entreprises sur ce type de sujet, comment on peut les aider à aller plus loin, comment on peut les aider aussi à avoir un accompagnement que j'ai envie d'appeler pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on n'est pas un collectif avec juste des personnes qui ont une seule casquette et où tout le monde serait, je ne sais pas, marketeur, et je le dis avec beaucoup d'émotion parce que je suis moi-même issue du marketing, donc ça n'était pas du tout une critique. On est vraiment de différentes casquettes, issues de différents mondes, mais poussées par une même envie. Et dans les entreprises, quand il y a besoin de mettre
en musique une raison d'être, de mettre en musique de l'intelligence collective, et bien finalement, il y a plusieurs disciplines qui peuvent Il y a juste aider à ça. un petit point, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas très à fait de qui on est, etc. Il y a quelqu'un qui nous dit qu'on cherche notre raison d'être en tant que super collectif. Non, 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 non. Nous sommes des professionnels et nous pouvons aider les entreprises à réfléchir sur leur raison d'être et à passer à l'entreprise de mission. Et ceci, la façon dont on propose de le faire, c'est de mobiliser les collectifs sur ces sujets-là. Donc voilà, je ne sais pas si Maud ou Oui, Isabelle lève la main. Isabelle a envie de réagir. Non, enfin, je vous laisse finir peut-être sur le positionnement, et puis parce que ma question elle est plus d'ordre général ou générique sur. Non, mais. Ok. Alors, c'est hyper riche. En fait, j'aurais 1000 questions. Alors, moi, j'accompagne pas des grandes entreprises sur ce sujet spécifiquement, mais j'ai accompagné des startups. Donc, effectivement, c'est quelque chose sur la vision, les valeurs, le positionnement qu'on abordait vraiment au début. Mais j'ai aussi pas mal travaillé avec un organisme qui s'appelle Premium Non Nocere et le C2DS, qui, eux, accompagnent des structures de soins dans le changement. Alors, ce n'était pas encore les entreprises à mission à l'époque, c'était vraiment le prisme RSE et objectifs du développement durable. C'était de partir du terrain et mutualiser en fait des compétences de plusieurs structures de santé pour aller plus loin et puis pour faire des choses en attendant justement ces problématiques de labellisation, etc. Et puis pour montrer qu'en fait, on peut travailler aujourd'hui pour des objectifs à impact, enfin pour des impacts sur le long terme. Et en fait, ma question derrière tout ça, c'était de me dire que finalement, à travers la définition de la raison d'être, même si chacun a sa baseline qui lui est spécifique, on retrouve quand même des valeurs universelles et derrière, il y a vraiment un volet sociétal et environnemental qui concerne tout le monde. Et donc, dans quelle mesure on ne peut pas mutualiser des choses pour des accompagnements justement et aider les gens à trouver le chemin. C'est aussi mutualiser des compétences qu'il y a dans certaines entreprises ou ailleurs et qui sont duplicables ou en tout cas transférables dans certaines conditions. Et je me demandais, est-ce qu'il y a déjà des gens qui sont positionnés là-dessus pour aider à mutualiser ce genre de choses? Je ne sais pas si c'est clair, ma question. Je ne sais pas, je vais commencer à réagir et puis je laisserai d'autres personnes compléter. Moi, je trouve intéressant l'approche par verticale, un peu sectorielle. J'imagine que c'est un peu ça que tu as en tête. En tout cas, de se dire qu'il y a des choses communes et c'est vrai qu'à la fois, il faut trouver ce dénominateur commun à la société, à l'environnement ou à des secteurs et à la fois trouver ce qui va nous différencier, nous, de manière individuelle. Donc, c'est toute la difficulté de l'exercice de la raison d'être. C'est vraiment un exercice qui est très compliqué. C'est très facile d'aller critiquer toutes les raisons d'être déjà existantes, mais de se retrouver en train de les écrire, c'est très, très dur. Donc, il peut y avoir effectivement pas mal d'approches de réflexion communes. Et aujourd'hui, ça fait partie des grandes tendances aussi qu'on observe, c'est-à-dire la tendance de la compétition, donc à la fois de la coopération, mais entre entreprises qui sont sur le même marché, sur le même secteur. Et on peut tout à fait imaginer de réfléchir dans ce sens-là et de permettre à un collectif sectoriel de progresser ensemble sur un chemin qui est vertueux et qui re-questionne collectivement le meilleur business model, la meilleure circularité des fournitures, des matières premières, etc., qu'on peut mettre en place, etc., pour éviter qu'il y ait peut-être une dispersion, une dilution des moyens, là où il pourrait y avoir un rassemblement très utile. Alors, je ne sais pas si ça apporte un peu d'eau à ta question ou si quelqu'un d'autre veut réagir. En fait, ce que je me demandais, c'était dans quelle mesure, en fait, parce que ce que j'ai entendu beaucoup, c'est que les gens étaient un peu perdus et
dans tout ce qu'il y a à faire et dans la mise en place, en fait, voilà. Et que du coup, attaquer par un prisme particulier et commencer à avancer sur le chemin via un prisme particulier qui peut être, je ne sais pas, la RSE, le développement durable. Voilà. Et une réflexion sur une action territoriale aussi, de penser les entreprises à mission et territoire à mission, puisqu'on vise aussi les externalités, et de se dire au sein d'un territoire comment une entreprise peut fonctionner sous un mode coopératif ou collaboratif avec d'autres entreprises qui ne sont pas forcément parties du même secteur, mais qui sont une même dynamique. Absolument, et c'est vrai qu'il y a un vrai rôle des territoires. Enfin, il y a deux choses. Il y a à la fois prendre bien en compte les territoires dans les parties prenantes et les enjeux des territoires, et à la fois un rôle un peu peut-être de coordination aussi des territoires sur ces sujets-là. Et je rejoins le fait que ça devient que ce sont des sujets qui ont l'air de rien. Ça a l'air d'être écrire une baseline et on le confie à BETC et c'est terminé. En fait, c'est pas du tout ça. C'est des sujets extrêmement complexes, extrêmement stratégiques et qui s'inscrivent vraiment dans la durée. C'est-à-dire que il n'y a pas de court terme dans ces sujets-là. On est vraiment… Quels sont les consultants qui arrivent à travailler sur des raisons d'être? Et y a-t-il possibilité pour plusieurs consultants de travailler ensemble sur une mission, raison d'être, mission, innovation à impact? Question que je me pose moi-même. J'ai quelques exemples qui m'encouragent, mais voilà. Moi, je crois très très fort en la facilitation dans ce domaine-là, parce que pour moi, la posture de facilitation, c'est prendre l'existant, le rassembler collectivement et faire émerger collectivement les bonnes solutions. Là où peut-être d'autres types de consultants plus communication ou du consulting traditionnel auraient peut-être plus tendance à mettre en œuvre des solutions toutes prêtes, ou serait plus intéressant justement au moment de tout ça et au moment à partir de la raison d'être formulée méthodologiquement et collectivement, là et être communiqué à l'externe, par exemple. Donc pour moi, c'est vraiment, il y a vraiment une coordination à faire qui va s'adapter à chacun d'entreprise. Alors par exemple, on peut même aller beaucoup plus loin. L'exercice, par exemple, que nous a fait faire Sylvain en ancrage au démarrage m'inspire ça. La CAMIF, par exemple, ils avaient un enjeu de rassembler deux entreprises, de redonner du lien, et ils ont donné carte blanche à une artiste qui les a observés et qui construit l'exemple qu'Emery Jacquet utilise tout le temps, qui avait remarqué par exemple que les gens se parlaient par email alors qu'ils étaient à 5 mètres les uns des autres dans l'open space, et qui, quand elle voyait, c'était une artiste, quand elle voyait les gens se lever pour aller voir quelqu'un et poser leurs questions plutôt que de le faire par email, elle déposait un ruban adhésif au sol pour marquer ce chemin-là. Et au fur et à mesure de la journée, les gens se sont pris au jeu, se sont plus déplacés, et ça a fini par mettre toute une toile qui rassemble tout le monde. Donc voilà, je vais peut-être un petit peu loin dans mon sujet, mais c'est pour dire qu'il y a aussi possiblement des choses à faire avec la sociologie. Écoutez Michael Dandrieux d'Eranos, c'est quelqu'un d'absolument passionnant sur ces sujets-là et qui, lui, explique qu'il faut remettre de la sociologie dans les entreprises pour comprendre où est-ce qu'il faut aller. Il peut y avoir de l'art, il y a des artistes qui sont spécialisés là-dedans, dans aider les collectifs, etc. Donc, il y a pas mal de choses
Moi, j'aime bien ce côté pluridisciplinaire, encore une fois, ça a l'air d'être mon mot-clé ce soir. Je trouve ça très intéressant, du coup, d'aller vers ça. Le coaching aussi est hyper intéressant parce qu'au-delà de la raison d'être de l'entreprise, ce qui est attendu, un besoin aujourd'hui, c'est la raison d'être individuelle de chaque collaborateur, voire la raison d'être de chaque métier quasiment. Des métiers qui parfois se sentent un peu hors sol par rapport à une stratégie. Et donc, je trouve que c'est intéressant, par exemple, avec des coachs, de faire du travail un peu individuel aussi avec chacun pour que tout le monde arrive à se reconnecter. J'ai peur d'être partie un peu loin. Je voulais juste intervenir. C'est l'enjeu de la raison d'être. J'entends parler les gens de théorie U, de comment on mobilise le collectif. J'ai envie d'avoir quelques idées là. En fait, si je peux me permettre d'intervenir, ce que j'ai bien aimé en fait dans l'intervention de Rémi tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il parlait quand même d'accélérer un petit peu le mouvement. Et donc, quand on parle de raison d'être, ce que je trouverais aussi intéressant quand on va travailler, éventuellement les entreprises à travailler leur raison d'être, c'est déjà aussi d'avoir une idée de la mesure qu'on va mettre derrière. Parce que écrire une raison d'être qu'on ne peut pas mesurer derrière, ça va mettre du temps en fait pour avancer sur ces sujets-là. Alors que déjà, si on a une idée de la façon dont on va mesurer la raison d'être qu'on est en train de mettre en fait dans ces statuts, et ben ça peut peut-être accélérer largement les choses. Donc, du coup, effectivement, vision pluridisciplinaire avec déjà en fait une vision de mesure d'impact au moment même où on réfléchit sur sa raison d'être. Et après aussi, c'est vrai que, Ticia, tout à l'heure, tu disais que ce qui était important, effectivement, c'est les salariés, la façon dont ils peuvent prendre en charge, ils peuvent faire redescendre cette raison d'être définie par le haut pour en fait les appliquer de manière créative dans leur métier, etc. Moi, ce que j'ai vu, c'est plutôt l'inverse, en fait. Notamment chez L'Oréal, quand j'ai travaillé pendant 3 mois pendant une mission. Donc, j'avais été exposée à la stratégie Trust de L'Oréal, qui visait vraiment, c'était vraiment bien, hein, l'équipe qui portait ça était super, avec une vision assez avancée sur la façon dont ils voulaient travailler leur formule de façon propre, donc pour éviter la pollution derrière. Sauf que ça ne redescendait pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, pourtant, les mecs venaient, ils présentaient, le truc était super. Alors derrière, dans les équipes, au niveau opérationnel, il n'y a rien qui se passait, quoi. C'est comme si, en fait, ils avaient passé des heures à parler de quelque chose qui n'avait aucune résonance et du coup, qui n'avait aucune, après, derrière, implication pratique des jours. Donc, ils ne sont pas appropriés le sujet, ils n'ont pas du tout en fait mis en application dans leur façon de travailler au jour le jour, alors qu'ils pourraient le faire. Sauf qu'en fait, ça ne vient pas du tout dans le cerveau, quoi. Ils sont pris dans leurs habitudes, pris dans leur timing, pris dans leur process qu'ils ont toujours mis en place. Et donc, il n'y a pas de mise en place opérationnelle, alors que je suis sûre qu'en haut, ils veulent qu'il y ait une mise en place opérationnelle au niveau du terrain. Je pense que là, ils ne savent pas comment faire. Parce qu'ils y arrivent. Alors après, est-ce que moi, j'accompagne une start-up sur le volet stratégie, pas sur le volet. Je fais un tout petit peu de pub, mais peu importe. C'est une start-up qui a vocation à être un outil collaboratif et d'intelligence collective, tourné RSE, environnement, etc., et qui permet, comment essayer d'exprimer ça simplement, qui n'est pas dans le top-down, mais qui est plutôt dans le bottom-up ou plutôt transversal, et qui propose à tous les collaborateurs de participer justement aux grands enjeux sociétaux qui ont été proposés, qui existent dans l'entreprise, en proposant des idées, des solutions, comment mettre en pratique dans mon métier, moi j'ai fait ça à tel endroit, qu'est-ce que vous pensez de ça, etc. Et c'est vraiment sur les principes de l'entreprise apprenante et du partage d'idées en transversal, quelle que soit son équipe, quel que soit son site, etc. Et moi, je trouve ça très intéressant à la fois dans la démarche de définition de la raison d'être et à la fois dans la démarche derrière pour redescendre
la dans les métiers, c'est-à-dire à faire ça et à laisser la place à l'initiative de leurs collaborateurs. On est encore très dans un management top-down. Donc ça fait partie des accompagnements de transformation qui ne sont pas simples et qui sont nécessaires à un niveau assez élevé de management. Mais l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire qu'en fait, du changement qui vient vers le haut pour aller vers le bas, ça ne marche pas non plus. C'est-à-dire que les personnes du bas, c'est pas du tout le bas, mais enfin, on comprend top-down, machin. En fait, les personnes en bas qui font le boulot peuvent aussi ne pas du tout avoir un mindset qui permet le changement. C'est-à-dire qu'un boss qui voudrait que ça change, le bas, s'ils ne veulent pas que ça change, ça ne va pas changer non plus. Donc en fait, il ne faut pas s'enfermer dans cette notion un petit peu, idéologique qui est que c'est les salariés qui sont brimés et qui du coup ne peuvent pas exprimer leur créativité. Non, je pense qu'en fait, ce n'est pas aussi simple que ça. Et qu'il y a, et du coup, je rejoins sur l'idée de Lionel avec lequel je travaille en ce moment sur un des projets, et qu'effectivement, je trouve, a mis un point qui était très intéressant sur le fait d'identifier les personnes qui vont initier le changement. Absolument. J'attendais que tu aies terminé pour dire ça, donc c'est parfait. Et ces personnes-là, il faut les mettre aux bons endroits pour qu'ils arrivent en fait à faire décoller le changement. À un moment, il faut arriver à identifier des ambassadeurs, des relais, des premiers hackers qui vont montrer l'exemple, commencer à mettre des idées, que ces idées elles soient tout de suite adoubées par l'entreprise et donc que ça montre que ça fasse ça fait effet boule de neige. Les alliés, dit Stéphane dans le chat. C'est tout à fait ça. Et il y a pas mal d'entreprises qui font ça aujourd'hui, volontairement ou involontairement. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises où se créent des communautés comme ça de collaborateurs qui ont envie de faire bouger les choses d'un point de vue environnemental et sociétal, mais il n'y a pas de solution dans leur entreprise, donc ils le font d'eux-mêmes. Ou, je ne sais pas, il y a le cas de Decathlon, par exemple, qui est connu avec les activateurs durables, si je ne me trompe pas sur la façon dont ils s'appellent, qui sont là pour justement apporter le changement et trouver des idées, etc. Et c'est une petite communauté et j'espère qu'elle va avoir vocation à faire fusionner les idées plus largement. Il y a Blédina aussi qui a ça. Alors, je ne sais plus comment ils appellent leur communauté, ni même s'ils ont un nom, mais c'est une communauté assez resserrée de 10-15 personnes qui justement travaillent à ça et à réfléchir à quelles initiatives on peut prendre pour aller plus loin dans la mission qu'ils se sont données et avoir plus d'impact sociétal ou environnemental et qui partagent pas mal comme ça. Et là, aujourd'hui, Blédina, par exemple, ils sont en train de réfléchir à, vu l'exemplarité de ce qui a été fait, de plus en plus d'autres cercles de collaborateurs viennent les voir pour dire mais nous aussi on veut être dans ce groupe qui bouillonne d'idées et qui met en œuvre des nouvelles idées et là ils sont en train de réfléchir à comment est-ce qu'on intègre ou pas plus de monde là-dedans. Mais je suis assez d'accord qu'il faut démarrer par trouver une communauté déjà d'amis. Dans Teams, les communautés sur Teams, souvent, elles sont autour des enjeux écologiques pour dire que l'entreprise pourrait faire plus. Ça devient un vrai sujet pour les entreprises que d'adresser ces communautés en interne qui s'expriment dans leurs réseaux sociaux internes. Tout à fait. Et je crois vraiment qu'il peut y avoir un mouvement collectif dans les entreprises pour aller de l'avant. Oui, complètement. Moi, je rebondis sur le point de, j'ai oublié son nom, c'était Laure qui intervenait juste avant, c'est ça? Oui. J'ai fait une expérience, moi, qui était assez fascinante et très frustrante, parce que dans le cadre de Nokia, on avait fait une traduction assez générative de la raison d'être en principe. Et quand on m'a demandé de le faire chez Orange, en 2010, j'ai refait la même chose. Et en fait, les designers voulaient quelque chose beaucoup plus opérationnel et ils se trouvaient légitimes à être la police et ainsi avoir des guidelines très fermés en fait, par lesquels on pourrait dire oui, non. Et il y a un vrai enjeu
Alors, ils n'étaient pas de mauvaise volonté, mais ils étaient dans une position désagréable dans laquelle ils ne savaient pas faire autre chose que de faire la police. Et il manque au moins un étage, quoi qu'il en soit, que ce soit génératif ou très fermé pour restreindre. La raison d'être, ça marche pas tout seul, ça c'est impossible. Il y a différents étages où je partage l'idée qu'ils ne savent pas comment l'opérationnaliser. Et je pense que cet étage-là qui rend la raison d'être générative avec une collection, moi j'appelle ça des design principles, c'est fulgurant en revanche. Alors ça peut se faire par l'émission si elles sont pérennes. Mais cet étage, c'est une catastrophe quand on essaie de... Un autre cas, moi j'échange avec AXA, ils ont le même sujet. Ils disent, mais attendez, voilà, la raison d'être, et puis les gens qui sont sur le terrain, ça ne le fait pas, hein, ça ne connecte pas les points. C'est complètement... les gens pensent que ça devient un sujet rhétorique. Quand bien même ça l'est pas et que c'est bien écrit, ça percole pas. Et c'est normal, en fait. Cet étage-là, il est de fait assez déconnecté des contingences quotidiennes, s'il est censé résister au temps. Mais ça ne veut pas dire qu'il est lui-même pour autant pour que des collaborateurs qu'on veut plus autonomes soient capables de s'en saisir, en fait. Il manque des outils intermédiaires, pour moi. Ouais. Je vois que l'heure tourne et Maud a l'air de m'envoyer quelques messages en disant que sa connexion est instable. Donc je ne sais pas si on avance. Ce que je peux peut-être juste vous citer, moi, pour conclure ces deux choses, pour moi, les facteurs clés de succès de tout ça, et je pense qu'on a pas mal échangé, c'est à la fois une question de conviction et notamment du dirigeant, ça va être très important, une implication très forte des collaborateurs et des autres parties prenantes, mais je pense que les collaborateurs, c'est déjà le premier socle. Une question de temporalité aussi, prendre le temps, le voir comme un chemin permanent et non un projet avec un début et une fin. Et puis la volonté et les moyens de véritablement transformer l'entreprise, non pas en surface, mais en profondeur. Donc pour moi, c'est les points clés, il y en a sûrement d'autres. Et je voulais juste citer, pour ceux qui veulent aller plus loin, quelques éléments que je trouve intéressants. On en a un petit peu parlé, il y a une association qui s'appelle la Communauté des entreprises à mission qui s'est créée, dont le président est justement Emery Jacquia, qui est président de la CAMIF. Ils sont hyper intéressants à suivre, voire adhérer. Il y a des pionniers que moi je trouve assez influenceurs à suivre, comme Pascal Demurger, de la Maïf, ou Emery Jacquia, encore une fois, de la CAMIF. Je trouve que c'est hyper intéressant de les suivre dans leur communication, dans leur péripéties. Et d'ailleurs, j'ai écrit un livre très très intéressant il y a un an ou deux sur ces sujets-là, des entreprises. Je vous recommande un MOOC de l'ESSEC qui, je crois, est disponible sur Coursera, je ne sais plus, sur et voilà pour moi. Est-ce qu'on conclut? Je vais essayer de parler. Ma connexion est très mauvaise, donc je ne sais pas si vous m'entendez. Je voulais juste conclure parce que malheureusement on arrive au bout de ces 2 heures.
Et je pense que, en effet, je vous entendais très bien. C'était pas facile pour communiquer, mais je vous entendais très bien. Et en conclusion, je pense qu'on peut se dire qu'en effet, le collectif est au cœur de cette notion de raison d'être parce que justement, elle affuse à l'ensemble de l'entreprise. Et on a parlé tout à l'heure, justement, on a voulu construire cette intervention sur ce schéma-là avec justement l'ancrage personnel qui est souvent à l'initiative aussi de la vision des chefs d'entreprise. Et j'aimerais juste faire ce rapide parallèle avec justement l'entrepreneuriat et les startups où on a parfois justement ce chemin assez naturel entre l'ancrage, la valeur, la vision et puis derrière finalement tout le monde qui vient adhérer à cette vision. Et finalement, l'entreprise, on peut poser un peu ce regard de savoir si ce n'est pas une dynamique inversée, puisqu'on n'a pas toujours réfléchi de cette manière-là, ou si finalement ça l'est, mais qu'il suffit de justement remobiliser l'ensemble des parties prenantes dans cette dynamique. Et voilà, je voulais amener, moi, cette pierre à la discussion. Et je pense qu'on est ici de nombreux experts, justement, dans l'accompagnement dans la raison d'être, dans l'innovation, qui est pour moi au cœur, on n'en a peut-être pas beaucoup parlé ce soir, mais l'innovation pour justement matérialiser cette raison d'être par le vrai produit, la promesse de service qui est fait pour revenir à moi ce que j'aime appeler ce marketing authentique, voilà, et pas justement ce bullshit marketing dont on peut parfois un peu parler. Et je crois que la raison d'être, si on arrive à bien mobiliser et à la faciliter, en fait, elle est juste naturelle, elle revient au fondement de l'entreprise. Donc, moi, j'ai envie d'y croire, quoi, voilà. Donc, je suis désolée de ne pas avoir plus rebondir tout à l'heure, mais du coup, je pense que soyons tous collectifs pour justement enclencher des vraies preuves de raison d'être, parce que je pense que l'intention est bonne, qu'il faut se laisser le temps et de pouvoir passer à l'action. Voilà, je vois des pouces, donc voilà, c'est cool. Je pense qu'on est plutôt dans un mood positif là, enfin j'espère en tout cas. J'espère qu'on n'est pas tous écrasés par la tâche devant nous, mais plutôt positifs pour aller se frotter à cette tâche et trouver des solutions intéressantes. Je voulais juste faire un grand merci à tout le monde d'avoir écouté jusqu'au bout, c'est quand même 2 heures, et à tous ceux qui ont participé dans le chat ou de vive voix. C'était vraiment un des objectifs de partager, d'échanger et d'entendre plein de points de vue. Donc merci, je ressors très riche de tout ça et grandi de tout ça. Laetitia et Maud, vous lancez voilà, mille merci. Merci beaucoup. Il y a un projet à lancer. Oui, voilà, je voulais juste terminer là-dessus en disant que voilà, il y a un projet qui se lance, notamment avec Laetitia, avec Isabelle, sur justement comment mobiliser collectivement l'entreprise dans la raison d'être. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Je ne vous entends plus, je suis désolée. Enfin, en tout cas, n'hésitez pas. On tape pas très bien. On va remettre dans des projets de se co-développer et de pouvoir monter ensemble sur des missions. Il y en a un qui se lance sur la raison d'être et c'est porté par Laetitia et par, je pense que Rémi. Et Isabelle qui nous a rejoint aussi. Donc c'est des projets à 10, Isabelle, des fois 20 personnes. Donc, n'hésitez pas à nous faire une belle feuille de route. D'améliorer nos méthodes, nos approches. Isabelle est là. Oui, je suis désolée, je suis un peu comme Maud, j'ai une connexion qui est très mauvaise et donc c'est pour ça que j'ai coupé ma vidéo et que je ne suis pas intervenue. J'ai trouvé les discussions super intéressantes. Voilà, le MOOC est super, je vous conseille vraiment de le suivre. Il donne plein d'exemples, plein de témoignages dans des secteurs d'activité très diverses. Donc c'est vraiment très intéressant, il y a plein d'interviews, plein de vidéos, on apprend plein de choses. Et puis, hâte de continuer à travailler avec vous sur ce beau sujet de la raison d'être et de l'entreprise à mission. Voilà, on va vous préparer un super truc avec Laetitia et Maud.
Je Voilà. voulais juste conclure du coup par une citation qui, à mon avis, correspond bien à l'état d'esprit sur lequel on a envie de terminer ce soir. C'est une citation de Margaret Wesley qui dit « Il n'y a pas de plus grand pouvoir qu'une communauté qui découvre ce qui compte pour elle ». Et je pense que si on arrive justement à mettre ça comme credo dans les entreprises, eh ben, on arrivera à faire vraiment bouger les lignes. Et je crois que vous ne m'entendez plus. Donc, je vous remercie à tous. Je suis désolée pour cette fin de meeting. Et merci. On vous envoie les créneaux. Tu peux écrire la citation dans le chat. Moi, je la trouve pas peut-être. Je suis en train. Je pense que la raison d'être, c'est un bon début pour se mobiliser ensemble. Maud m'a pas expliqué. Je pense qu'elle est en train de dire merci à tous. Bon appétit à tous, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à nous contacter individuellement, collectivement, etc. Bonne fin de soirée et puis bon changement. Merci. Merci à tous. Au revoir. Donc Laetitia, Maud, vous restez, peut-être Yvain. Et il faut arrêter l'enregistrement. Hein.